Nick Plaisant. Racisme, la cohésion de la nation est-elle menacée? C'est la question du 23h. À mes côtés, Patricia Issa-Grandi, notre éditorialiste politique. Bonsoir Patricia. Et Mario Stassi, bonsoir monsieur. Soyez le bienvenu. Vous êtes avocat, vous êtes président de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Avant qu'on parle justement de cette large étude qui a été faite, je vais rappeler la méthodologie qui a été utilisée. 14 000 personnes, un petit peu plus même, de plus de 15 ans, françaises, résidant en France, ont été interrogées au téléphone entre le mois d'août et le mois de septembre. Téléphone, panel important, et des personnes âgées de 15 ans ou plus. Et on voit ces chiffres qui font donc froid dans le dos. 46% des Français se disent avoir déjà été touchés par le racisme, par les discriminations. Ça fait un Français sur deux. Alors vous avez raison de rappeler la méthode, puisque c'est une méthode qui prend le temps, une méthode qui analyse, une méthode qui ne met rien sous le tapis, aucune poussière. Et c'est une méthode qui permet de dresser un constat, qui permet d'argumenter, qui permet de comparer, qui permet de sortir des fantasmes, qui permet de refléter une réalité. Et c'est une méthode que nous avons voulu, nous, à la LICRA, avec l'IFOP, afin de bien montrer très clairement quel est l'état des discriminations en France, pour que l'on puisse en tirer des conséquences en termes d'action politique. Voilà. D'ailleurs, à très court terme, je tiens à annoncer que nous tenons une convention à la LICRA samedi prochain, une grande convention nationale avec des tables rondes qui viennent reprendre certains des thèmes, mais nous ne nous arrêterons pas là, puisque on ne va pas se contenter du constat. Il y a déjà eu beaucoup de rapports, beaucoup d'enquêtes. Pas de cette nature-là, pas de cette quantité, de cette qualité-là. Pas aussi large, effectivement. Pas aussi large non plus dans l'analyse des différentes minorités visibles, différentes religions, différentes ethnies. On va y venir. Rien n'est laissé au hasard. Et ça appelle un projet plus ambitieux encore de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et les discriminations. C'est toujours très difficile de parler de sentiments. Néanmoins, est-ce que vous avez le sentiment, et à tout le moins, est-ce que vous faites le constat que le problème a été mis un peu sous le tapis par nos représentants politiques et que parfois certains partis se sont accaparés un pan de cette problématique pour surfer sur la vague? Disons que, pour répondre à votre question, notre priorité, à nous, la LICRA, qui sommes une association universaliste, c'est-à-dire que je suis aussi légitime que vous, homme, à défendre la cause des femmes. Voilà, c'est ça l'universalisme, une même citoyenneté, même dignité de tout citoyen en République. Il est très dangereux de voir la lutte contre les discriminations cooptée par des associations communautaristes, par des associations identitaires, par des associations qui luttent pour leur propre cause sans avoir une vision universaliste, une vision républicaine de cette grave problématique qui s'oppose à nous tous. Et donc, le premier objectif, c'était de montrer que le racisme doit intéresser toute personne et qui ne doit pas être accaparé et coopté par un petit nombre de personnes. Il en est de même dans le propos politique. Voilà. Oui, ça n'est pas la cause que d'un parti. Exactement. C'est ce que vous dites. Ça doit être universel. Et l'on ne doit pas se laisser non plus, nous citoyens, déborder par le désir ou de sécurité ou de repli identitaire ou de refuge en soi-même ou de refuge dans notre communauté ou autre, en fermant les yeux sur ce qui se passe à côté. On ne peut pas vivre une république apaisée et fraternelle, puisqu'il me semble quand même que la fraternité, c'est dans la devise, en ne regardant pas, en ne vivant pas avec celui qui est à côté de nous. Qui plus est, et c'est une richesse la plupart du temps, lorsqu'il est différent. Patricia Issa-Grandi, la position du politique, elle est extrêmement importante au milieu de tout cela, dans un contexte actuel plus qu'inflammable. On a vu ce qui s'est passé avec le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko. On voit effectivement les messages aussi véhiculés. On voit la limite sur Internet avec des propos qui parfois dépassent l'entendement. Où est-ce que se situe le politique? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tenir des propos racistes, beaucoup de gens, ou antisémites, beaucoup de gens se disent « mais c'est ma liberté d'expression ». En fait, non, il est bon de rappeler quand même que tenir des propos racistes, antisémites, eh bien c'est un crime. Et donc c'est pénalement répréhensible. Et beaucoup de gens pensent qu'en fait, non. C'est ça qui est faudrait déjà éduquer à ce niveau-là. Les gens ont une forme de lâcher-prise sur leurs paroles. Pourquoi ? Parce que les médias, il y a certains médias qui ouvrent les tuyaux et qui parfois ne filtrent pas vraiment tout ce qui passe dans leurs tuyaux. Et donc, tout ça, les réseaux. Ça infuse, les médias, les réseaux, ça infuse dans les esprits des Français. Les Français pensent que, eh bien, oui, ils ont le droit de ne pas aimer les Noirs et de le dire
un noir et de le discriminer. Ils ont le droit de se tenir, d'avoir des propos antisémites et de le dire et de discriminer. C'est ça le problème. Et le politique, qu'est-ce qu'il doit faire là-dedans? Au lieu de dissocier les deux, le racisme et l'antisémitisme, ce sont des combats qui doivent être menés ensemble. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas dire non, moi je lutte contre le racisme, mais pas contre l'antisémitisme ou inversement. Il faut lutter contre les deux. Ce sont deux combats qui vont ensemble. Il ne faut pas les dissocier. Et c'est là où les politiques ont tort. C'est par exemple le RN s'est emparé de la lutte contre l'antisémitisme. La France Insoumise, on peut dire qu'ils se sont emparés de la lutte contre le racisme. Mais non, en fait, les deux vont ensemble. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas aujourd'hui en politique. Mario Stassi. Deux petites choses pour compléter ce que vous venez de dire. Le racisme et l'antisémitisme ne sont pas des opinions, ce sont des délits. Un dérapage, ce n'est pas un abus de liberté d'expression, c'est un délit. La loi de 1972, votée à l'unanimité du Congrès, l'a édictée. La parole publique, par sa violence, tient à légitimité aussi une parole qui n'est pas libérée. Je ne parle jamais de parole libérée, je parle de parole sans limite, de parole sans éthique. Et les réseaux sociaux sont un accélérateur d'un phénomène qui est aussi encouragé par une parole publique souvent violente et non sanctionnée. Mais les réseaux sociaux, s'ils sont régulés, tant qu'il y a l'anonymat ou tant qu'on ne peut pas aller chercher facilement celui qui est derrière à tenter de commettre un délit et qui en commet, les réseaux sociaux sont des éléments facilitateurs. En revanche, ce qu'on peut constater, nous, à la LICRA, c'est qu'on ne peut plus parler de monde virtuel et de monde physique. C'est-à-dire que la haine est aussi violente quotidiennement sur le smartphone que dans la rue. Il n'y a plus de barrière. C'est un long continuum. Et ça ne s'arrête jamais. Et tant qu'on considérera que le délit de racisme ou d'antisémitisme, la loi de 1972, est abritée par la loi de 1881 de liberté de la presse et de protection du journaliste, avec les mêmes protections ou presque, tant qu'on considérera qu'un délinquant raciste est traité presque de la même façon que vous, si vous dérapiez, ne serait-ce qu'en termes de normes sociales, en termes de réponse pénale, en termes de rapidité de jugement, il y aura cette différence entre un délinquant ordinaire et on se dira non, ce n'est qu'un mot. Ce n'est qu'un mot, c'est pas si grave. Oui, mais le mot tue. Le mot peut tuer. Et les limites ont souvent été dépassées. Et les limites ont été dépassées. Par des élus, notamment. Alors, c'est une vraie question que j'allais vous poser, Patricia Issa. D'où la proposition, très pertinente du président de la République de rendre inéligible un élu qui tient des propos de pouvoir prononcer automatiquement la peine d'inéligibilité, sachant que le juge, je le rappelle, a la possibilité, par motivation, de ne pas prononcer cette peine d'inéligibilité. Mais de la rendre automatique. Je trouve que ce serait l'élu dans la loi. Parce que ça fait du mal. Oui, l'exemple doit venir d'en haut. Ils doivent porter la force de la République, chevillée au corps et tout ça. C'est fort. Et quand on entend un élu, ils n'ont qu'à s'appeler Dupont. Mais non, en fait, ils n'ont pas qu'à s'appeler Dupont. Et le micro n'était pas fermé. Donc tout ça, c'est cet élu-là. Oui, il a dit, c'est raciste. Voilà ce qu'il a dit. C'est discriminant. C'est comme. C'est pas un abus de liberté d'expression. C'est pas j'ai le droit d'eux. C'est raciste. C'est raciste. Donc c'est un délit et c'est condamnable et ça doit être condamné. Pour la première fois dans votre étude, parce que nous parlons aussi de politique et que ça a été un fait politique d'ampleur. Pour la première fois, ce point épineux que vous avez abordé. Parce que vous allez dans le fond du questionnement et des problèmes. Pas de poussière sous le tapis. La question de l'hostilité envers les Blancs. 39%, et 39%, c'est beaucoup, des personnes que vous avez sondées ont déclaré qu'ils avaient ressenti de l'hostilité contre les Blancs. C'est une vérité. Et 80% de la population couleur noire, 70% de la population métisse. Alors, c'est un fait de société. Deuxièmement, en faire une utilisation politique ou polémique, c'est totalement détestable. Parce qu'un fait de société, s'il est condamnable, il faut chercher à le corriger. Il faut chercher à le faire disparaître. Bien. Deuxième point, il y a une hostilité. Mais l'étude montre aussi de façon très claire ce que nous savons, c'est qu'être blanc aujourd'hui, pardon de ce raccourci, c'est absolument moins discriminant, voire pas du tout discriminant dans l'accession au logement, dans les sections au travail, à l'école, puisque vous voyez que dans notre étude, il y a deux lieux où principalement les discriminations sont apparues. L'école et le travail. L'école et le travail. C'est terrifiant. Ce qui veut dire que tout le travail que nous faisons, par exemple à la LICRA, je fais un peu de pub, de formation et de sensibilisation dans les lycées, collèges, écoles primaires maintenant, il faut que ce soit multiplié par 10. C'est-à-dire que très jeunes,
il faut apprendre aux plus jeunes d'entre nous ce qu'est le racisme, ce qu'est une opinion, ce qu'est un délit, ce qu'est un crime de guerre, ce qu'est un génocide, ce qu'est la laïcité. Mais pas qu'aux plus jeunes, si je peux me permettre. Mais on commence tout bêtement. Parce que, vous voyez, un élu qui ont dit... besoin d'être aidés, pourquoi ils ne les s'appelleraient pas tous Dupont? Un professeur qui dit à une élève, il n'y a encore pas si longtemps, qui leur parle du travail des enfants ouïghours et chinois, et qui lui dit, toi tu es chinois, tu sais ce que c'est le travail à la chaîne. Donc ça, des propos comme cela ne peuvent pas être tenus. C'est marginal, mais ça existe. Et ça existe, et l'institution doit être exemplaire. Et tant que l'institution ne sera pas exemplaire, comment voulez-vous qu'en extérieur, ça fonctionne et que le message passe? Je me permets juste de vous poser cette question à tous les deux. On dresse un constat qui est quand même extrêmement effrayant. Ça veut dire qu'une personne sur deux, aujourd'hui, se sent ou victime, c'est énorme, ou victime de racisme ou de discrimination. Il y en a un des deux qui pourrait avoir été bien évidemment, et peut-être que tous les trois, nous avons été victimes. Voilà. Ou pas, c'est une réalité aujourd'hui. Ce que je veux dire, je ne vais pas vous demander aujourd'hui de refaire l'histoire et de vous dire comment on en est arrivé là, mais c'est révélateur de quoi dans notre société aussi? C'est intéressant, c'est évidemment comment on est arrivé là. On sait bien qu'on a failli. Non mais c'est que faire maintenant? Oui, c'est la vraie question. Ce qui est important, alors il y a un plan de lutte contre le racisme, un Prado, d'ailleurs, un plan de lutte qui existe, qui est en cours d'ailleurs. La DILCRA s'est réunie ce jour pour faire un point d'étape important. Il y a des actions gouvernementales qui existent. Nous, ce que nous disons à la LICRA, c'est qu'il est temps pour sortir du langage politique du tout sécuritaire, de la crainte de l'autre, du déferlement migratoire. Il est temps de faire de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme une grande cause nationale, avec, si je puis me permettre, aussi un paquet à mettre sur l'intégration. C'est-à-dire, on a un vrai problème qui est de considérer que ces problèmes-là sont marginaux et devront être réglés par on dit toujours cause nationale, mais on ne tient jamais nos causes nationales. Déjà, nous avons... On ne les tient pas. Macron qui n'a pas participé à la marche du 13 novembre. Attendez. Donc c'est une abstention. Il s'est abstenu d'aller à cette marche et il s'est abstenu également de dénoncer les propos racistes vis-à-vis de Bali Bagayoko. Donc en fait, lui, il fait une double abstention. Donc en fait, finalement, il ne s'engage en rien. Il ne prend aucun risque, il marche tranquille. Mon boulot à un ici, moment donné, je madame, pense qu'il faut peut-être aussi qu'au niveau des gouvernements et de l'État, il y ait des prises en compte sérieuses de ce sujet-là. Là, moi, ce que je peux vous dire, puisque j'ai nommé la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, je peux nommer aussi tout le travail que fait Aurore Bergé. Ce que je peux vous dire, c'est que et l'éducation nationale, remarquable ministre actuellement. Aurore Bergé qui n'a pas dénoncé les propos racistes contre le nouveau maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko. Enfin, c'est vrai que ça a heurté beaucoup de monde. C'est une réalité, si on ne met rien sous le tapis. C'est une réalité. On disait qu'on ne mettait rien sous le tapis ce soir. Mais vous avez 10 secondes pour y répondre. Alors là, par contre, je suis navrée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est-à-dire dans quel programme politique il va y avoir une politique ambitieuse de lutte contre le racisme et l'antisémitisme? Ou est-ce qu'on va considérer que c'est marginal et attendre une étude après une autre pour les mains dans les poches, regarder la télé en disant non, c'est terrible, la société française. On peut pas se résigner à être spectateur. Donc, cette étude-là, elle est tellement qualitative et quantitative que je souhaite vraiment qu'elle fasse l'objet d'études dans le cadre des programmes politiques pour 2027. Avec, je le répète, même si vous considérez qu'on ne les tient pas, mais si on ne les tient pas totalement, si on pouvait les tenir au moins à 3/4, faire de cette lutte une grande cause nationale. Merci beaucoup, Mario Stassier, d'avoir été notre invité. Merci, Patricia Essa-Grandi, de m'avoir accompagné. Allez, nous partons ensemble.